Bonjour à tous. Bon, alors, là, je suis le mécanicien de la bande. Donc, mon métier, c'est de comprendre par la mécanique ce qui se passe. En particulier, notre centre est un centre de mise en forme des matériaux et notre spécialité, c'est justement de modéliser les procédés. Une de mes spécialités, c'est aussi d'intégrer dans cette modélisation le frottement, c'est-à-dire le fait que quand le métal finalement s'étire par l'action de l'outil, il glisse et il y a une résistance mécanique qui s'appelle le frottement. Or, ce frottement, comme on va le voir dans le laminage, s'oppose à l'obtention de feuilles très fines. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans la réalisation de feuilles très fines, dont j'ignorais encore l'existence il n'y a pas très longtemps, et grâce à Evelyne et Marc, je suis rentré dans le circuit, c'est finalement de comprendre comment mécaniquement cet exploit technique absolument extraordinaire à mes yeux est possible. L'homme a découvert une technique pas très pratiquée. Hein. Le battage n'est pas une activité industrielle très très importante, même si elle nous donne tous ces objets magnifiques dorés. Comment c'est possible? Mais on atteint là effectivement les limites un peu d'une technologie. Alors j'ai écrit imprudemment peut-être que le battage était connu depuis 4000 ans, parce que j'ai écrit quelques articles depuis. Je n'en suis moins sûr maintenant, suite au travail de Marc qui montre que les feuilles ne font que 5 microns. J'y reviendrai dans ma conclusion. Ce qui est sûr, semble-t-il, c'est que d'après les travaux de Pline, les écrits de Pline, les Romains, donc il y a 2000 ans, apparemment étaient capables de faire des feuilles de 200 nanomètres d'épaisseur. Et c'est déjà un exploit remarquable. Alors, il n'y a que mon nom sur la communication. Bon, c'est un peu injuste. Évidemment, le travail mécanique, c'est moi qui l'ai fait. Mais évidemment, je voudrais remercier ici Monsieur Dauvet et son équipe et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, dont une postdoc, Claire Pacheco et Evelyne et Marc, qui m'ont aidé à formuler mes idées. Et Monsieur Dauvet en particulier, qui nous a ouvert son entreprise, qui est passionné par son métier, avec qui on est toujours en rapport, qui nous fournit des échantillons, qui discute très largement, nous donne des dessins d'outils confidentiels. Il faut le remercier. Alors, le plan que je vais suivre est, donc je vais revenir rapidement sur le procédé de fabrication des feuilles d'or. Revenir sur le plan mécanique, sur le problème de la fabrication des produits plats et des limites qu'on observe couramment en laminage et en forgeage, et essayer de faire comprendre avec les mains. Bon, j'ai donné les équations parce que la mécanique, bon, ça peut vous sembler peu compliqué, mais ce n'est pas des équations très compliquées pour quelqu'un qui, évidemment, est un peu familier. Tous les résultats que j'énonce, c'est le résultat de calcul d'une certaine intuition du problème, évidemment, après la mise en équation, la schématisation. Mais tout ça, disons, si vous voulez, c'est un travail, je dirais, standard. Hein. Ce n'est pas de la haute science. Enfin, bon. Le côté intéressant, c'est la modélisation. C'est-à-dire comment, du problème concret, faire un modèle simple pour en tirer des conclusions pertinentes et comprendre ce qui se passe. Alors, la feuille d'or, dans l'entreprise Dauvet, il n'y a pas que l'or qui est travaillé en feuille fine. Vous voyez l'aluminium, l'argent, le platine, le palladium. Alors, c'est... Pardon. L'or pur, en fait, se prête mal au battage. Donc, généralement, il est toujours allié avec au moins un peu d'argent et de cuivre, qui donne pour les métallurgistes une solution solide, c'est-à-dire un matériau extrêmement malléable. C'est-à-dire qu'on peut travailler sans risque de rupture. Moyennant quoi, on verra que le battage déforme d'une manière très particulière l'or et qu'il faut, pour pouvoir le pratiquer, par exemple, je ne crois pas qu'on ne pourrait battre des feuilles d'or en acier courant. Peut-être les feuilles de Richard Penel, c'est possible. Il faut un matériau extrêmement malléable, très ductile. Deuxièmement, ce qui est... Pardon. Je cherche le pointeur. Bon, ce qui est remarquable dans ce travail, c'est le fait que vous partez, alors bon, ce n'est pas tout forcément exact, mais vous partez de 15 mm, vous atteignez environ 0,2 microns, ce qui correspond à un allongement du métal de 75 000. Je ne connais aucun processus industriel où on fait l'équivalent. Bon, généralement, les allongements qu'on pratique sont beaucoup plus limités. Donc c'est un exploit technique.
Deuxièmement, alors évidemment, on décompose ceci en deux étapes. Deuxièmement, peut-être simplement un petit bilan. C'est un procédé qui, évidemment, nécessite beaucoup de matière. En gros, pour avoir 100 grammes de feuilles fines, il faut partir de 400 grammes. Donc il y a des déchets à toutes les étapes. Alors ces déchets ne sont pas perdus, hein, ils sont précieusement récupérés, refondus et recyclés. Hein. Mais le prix final de l'objet, quand même, la valeur ajoutée, le prix final est quand même le travail. Hein. C'est-à-dire que la matière première est précieuse. Je ne sais pas combien ça représente, mais le prix de la feuille d'or, c'est quand même essentiellement le travail pour acquérir cette feuille très fine. Alors voilà le processus qu'a décrit Evelyne, dont je passe rapidement. Hein. Donc la fusion, la coulée, le laminage jusqu'à 17 microns environ, et puis le recuit. Alors à quoi sert le recuit? C'est très simple. Par déformation à froid, les métaux s'écrouissent, ils deviennent durs et cassants. Donc l'objectif du recuit, c'est de supprimer les défauts internes créés par le travail à froid pour restaurer la ductilité et permettre la mise en forme finale. Bon, c'est évidemment tout à fait classique. Alors, les deux battages. Alors, il y a une chose que n'a pas décrite exactement Evelyne tout à l'heure. En quoi consiste le battage? Eh bien, vous prenez une feuille d'or, vous mettez un intercalaire, une feuille d'or, un intercalaire, vous faites ça 1000 à 2000 fois successivement. Et puis, il y a le batteur qui, avec son marteau, autrefois, venait taper et étirer la feuille. Maintenant, ce sont des presses bien programmées, en particulier d'entreprises d'OV, qui font ce travail. Mais en Italie, par exemple, le travail manuel existe toujours, par exemple, mais par exemple chez Dové, pour des raisons de productivité et de prix de revient, la concurrence asiatique en particulier est difficile, le travail est entièrement automatisé, sauf certaines petites étapes sur lesquelles je passe rapidement. Alors, je rappelle quand même quelques concepts de base qui sont fondamentaux. Mais qui sont tirés de mes cours. Simplement, si vous considérez un matériau dans lequel vous taillez une éprouvette de traction et que vous lui appliquez une force, donc une contrainte associée, vous allez effectivement avoir en fait deux domaines de réponse principaux. Lorsque vous ne tirez pas trop fort, en dessous d'une certaine limite, qu'on appelle limite d'élasticité, si vous déchargez, vous revenez au point de départ. La pente ici est ce qu'on appelle le module Young. Alors, c'est ce qu'on appelle le domaine élastique. Hein, c'est le domaine dans lequel travaillent les structures. Le chargement mécanique est censé ne pas déformer de manière permanente le matériau. L'intercalaire va travailler dans ce domaine-là. Parce que dans le problème du battage, l'essentiel, c'est que à chaque coup, on va déformer un peu la feuille d'or. Donc, aller plus loin pour la feuille d'or, là, alors qu'est-ce qui se passe quand on va plus loin? On rentre dans ce qu'on appelle le domaine plastique, ce qui veut dire que quand vous déchargez, vous avez ici une déformation permanente. L'objectif du battage, c'est justement d'étirer la feuille d'or, donc d'avoir la feuille permanente, à chaque coup, un petit peu. Par contre, l'intercalaire, lui, il faut impérativement qu'il travaille dans le domaine élastique, hein, de manière à ce qu'il reprenne sa dimension de départ et qu'il soit disponible pour le coup suivant. Hein, donc vous imaginez la succession des coups où l'intercalaire se déforme élastiquement sous l'effet du marteau qui s'en fasse. La feuille d'or, on va voir comment, s'étire. À la fin du coup, le système respire, c'est-à-dire que l'intercalaire va se désolidariser, reprendre sa feuille initiale. L'or, lui, par contre, va conserver l'allongement. Et évidemment, le tout l'art, c'est de faire ça. On le fait ponctuellement, localement. Il va falloir le faire en ajustant les coups sur l'ensemble de la feuille pour assurer l'extension la plus homogène possible de la feuille d'or. Et c'est là que se trouve le savoir-faire, que je ne sais pas analyser. Je ne sais pas comment il faut faire. Bon, en tout cas, il faudrait que je réfléchisse un peu plus longuement. Alors, donc les définitions fondamentales, la contrainte d'écoulement, c'est ce qu'on appelle la contrainte nécessaire pour déformer plastiquement le matériau. Hein. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire ici, c'est que quand vous allongez le métal, vous avez une réaction latérale. C'est-à-dire qu'évidemment, vous étirez le métal. Je vois mal le pointeur.
et le rayon de l'éprouvette ici se contracte dans le domaine élastique. Et cette contraction est directement liée à ce qu'on appelle le coefficient de Poisson qui est ici. Donc c'est une fraction de l'allongement qui contracte l'éprouvette en dimension relative. Bon, ok. Donc si vous voulez, quand vous comprimez un matériau, il a tendance à s'étirer latéralement. Et c'est ce que fait l'intercalaire. Bon, je passe rapidement. Alors, bon, quelques propriétés. Bon, en gros, d'après la littérature, alors avant qu'on fasse nos essais nous-mêmes, j'avais déduit que le module Young de l'or, bon, c'est bien connu, 70 mégapascales, et puis sa contrainte d'écoulement plastique, c'est-à-dire la contrainte pour le déformer dans un état très écroui, parce que là on est dans un matériau qui est très très écroui, c'est environ, je l'avais situé aux alentours de 200 MPa. Bon, je pense qu'il faudrait revoir ces chiffres, mais ce n'est pas très important. En fait, les conclusions que je tire sont peu dépendantes de cette valeur précise, mais il faudrait évidemment les revoir. Maintenant qu'on a fait des mesures, il faudrait les reprendre. Finalement, un problème qui est très intéressant. Comment est-on arrivé au battage? Je pense en fait que les gens ont essayé, se sont aperçus soit qu'ils perçaient la feuille, bon, hypothèse possible, soit qu'en fait ils n'arrivaient pas à descendre en dessous d'une certaine épaisseur, autrement dit ils n'arrivaient pas à rentabiliser la quantité d'or disponible. Alors ils ont eu l'idée de se dire, si j'en mets deux, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors donc ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aller plus loin. Le problème, c'est que l'or est très malléable, et si vous le déformez l'un avec l'autre, vous allez recoller vraisemblablement les feuilles l'une à l'autre. Donc naturellement, il lui est venu à l'esprit de mettre un intercalaire, je pense. Alors ça, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je n'en sais rien. Mais quelqu'un a eu l'idée de mettre un intercalaire. Puis il s'est dit, dans le fond, si j'ai deux intercalaires, pourquoi ne pas en mettre plusieurs pour rentabiliser chaque coup? Et donc je pense que c'est comme ça, en fait, que... Mais la mécanique du procédé n'a rien à voir avec le martelage direct de la feuille ou le laminage direct de la feuille. Il se trouve qu'ils ont découvert un procédé original où l'intercalaire qui servait à séparer a lui-même un rôle très actif dans le procédé. Alors, voilà des exemples. Bon, je passe rapidement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est limité en épaisseur? Alors, très rapidement, bon, pour moi, c'est une banalité, ça l'est peut-être moins pour certains. C'est simplement que plus vous descendez en épaisseur, plus le produit en fait est mince. Et donc, en contact avec un cylindre qui le lamine, ici, le cylindre va s'écraser élastiquement. Donc, vous allez avoir une longueur de contact qui augmente. Et il y a une résistance au glissement par frottement qui s'instaure là-dedans. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, plus le produit est petit et plus le produit est mince, plus vous avez de pression de contact nécessaire, plus vous déformez élastiquement le cylindre. Sous l'effet de la contrainte, le cylindre, qui est un acier à haute résistance, qui ne va pas se déformer plastiquement, va céder élastiquement. Et donc, on imagine à ces moments qu'il y a un moment où l'élasticité va l'emporter et où la feuille va passer dans l'emprise sans changer d'épaisseur. Simplement, elle va déformer le cylindre et passer tel que. Alors, on peut mettre ça en équation. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, ce qui est important, c'est de voir que l'épaisseur finale va être fonction du coefficient de frottement, bon, quelque part par là, rentrons pas dans le détail, et du rayon des cylindres. Donc, pour vaincre le problème, il y a deux possibilités. Alors, on va voir tout de suite. Alors, si on augmente le frottement, ici, vous voyez que l'épaisseur, le frottement en abscisse, pour un rayon de cylindre donné, l'épaisseur finale augmente. Ce qui veut dire que, si vous voulez, pour avoir des épaisseurs très fines, il faut minimiser au maximum le frottement. Conséquence, les cylindres qu'on a vus chez M. Dauvet sont lissés, ils ont été polis, et on utilise un lubrifiant pour minimiser le frottement. Et on atteint ainsi 17 microns. Alors, l'autre possibilité, comme on a vu que H est proportionnel au rayon, c'est de diminuer le rayon. Alors, ça voudrait dire que si on martelait directement la feuille, il faudrait travailler avec des rayons de courbure de marteau de plus en plus petits. Alors, techniquement parlant, c'est possible. En pratique, je ne sais pas où est la limite. C'est un problème tout à fait intéressant à analyser. Alors, le battage. Je vais passer alors, là, je vais m'intéresser au second battage, mais ce n'est pas très important. L'idée est simplement que là, on a une feuille de polymère, ce qu'on appelle en millard, du PET bi-expansé, dont voilà à peu près les caractéristiques. Bon, 17 microns d'épaisseur, un module de 4 gigapascales. Alors, sa limite d'élasticité est assez comparable, est de l'ordre peut-être de 0,4 gigapascal. Elle est relativement élevée par rapport au module Young, et ce qui fait que le millard travaille élastiquement.
La feuille d'or, bon, voilà ses caractéristiques. Alors, autant le millard se déforme élastiquement, il ne doit pas se déformer plastiquement, ce qui effectivement a l'air d'être ce qui se passe. Alors, concrètement, autant par contre, l'élasticité de l'or est négligeable. La composante élastique, sa déformation est négligeable, je la néglige. Alors, pardon. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. Bon, alors, hypothèse simplificatrice, bon, je passe rapidement là-dessus. Je voudrais simplement analyser ce processus. Voilà, si vous voulez, une partie de l'empilage. Alors, imaginez le marteau qui s'enfonce là-dedans. Il va donc répartir sa pénétration entre les différentes feuilles. Alors, le millard ayant une épaisseur beaucoup plus grande, au moins 10 fois supérieure à celle de l'or, c'est essentiellement lui qui va s'écraser. Alors, il va s'écraser élastiquement parce que sa limite d'élasticité est relativement haute par rapport aux contraintes qui vont se développer. Alors, vous avez les feuilles d'or ici qui ne veulent pas se déformer au début. Parce que pour pouvoir se déformer, il faut atteindre un certain niveau de contrainte. Alors que l'élasticité étant négligée, alors que dès la première pénétration, le millard se déforme élastiquement. Rappelez-vous, l'élasticité, c'est le début de la déformation. Alors, à la périphérie, c'est très intéressant. On commence à déformer le millard. Donc, on l'écrase. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'étirer par l'effet de poisson que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, il part vers la gauche et il tire la feuille d'or. Alors, comment il le tire? Il le tire par l'intérieur du frottement. Autrement dit, le millard glisse sur l'or et effectivement exerce une contrainte de frottement. Et cette contrainte de frottement va induire une contrainte de tension. Autrement dit, les choses sont troublantes. On martèle, on pourrait dire qu'on forge la feuille d'or. C'est faux. Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'on forge la feuille de millard et la feuille de millard étire la feuille d'or. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un procédé de forgeage, c'est vraiment très original. C'est un procédé de bi-étirage principal. C'est ça qui était intéressant de découvrir, je pense, et qu'on n'a pas trouvé dans les articles. Alors, bon, je passe rapidement les équations. Bon, simplement pour vous dire que tout ça se met en équation avec des simplifications pour pouvoir faire des calculs simples, au moins dans un premier temps. J'en arrive simplement à une petite illustration. Alors, voilà l'illustration de... Si vous voulez, en abscisse, vous avez ici la déformation de la feuille d'intercalaire sous l'effet du marteau. Et en ordonnée, vous avez, alors laissons de côté cette courbe-là, vous avez la déformation de la feuille d'or. Au début, je vois mal, je m'excuse, je suis très myope, je vois mal, voilà. Au début, vous voyez que tout au début, il n'y a pas de déformation de la feuille d'or, elle est zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre un niveau de contrainte critique pour lequel la feuille d'or accepte. Alors vous voyez ensuite qu'une fois que le processus s'amorce, il est très rapide. C'est-à-dire que très vite, la déformation monte très rapidement et puis elle tend asymptotiquement vers une valeur maximale. Alors que se passe-t-il au-delà? Si on continue de s'enfoncer dans la feuille, il y a le mécanisme de colis de frottement dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, on inverse le sens du glissement et le système se bloque. L'or ne peut plus se déformer. Mais on voit qu'en fait, c'est essentiellement dans la première étape qu'on assure l'extension de feuille d'or. Alors, voilà, disons, ce qui était intéressant de découvrir. C'était effectivement ce processus de biétirage et le fait que finalement, le processus, dès qu'il est enclenché, en fait, monte très vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout écraser très fortement pour assurer, au moins sur la plus grande partie de la feuille, en contact avec le marteau, l'extension. Évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Une remarque qu'on m'a faite il n'y a pas longtemps, c'est quand je tape au-dessus, j'ai en dessous une enclume plane, le marteau qui est en dessous, je déforme plus au-dessus qu'en dessous pour une raison simple, c'est que la force que j'exerce en haut, si vous voulez, se répartit sur une surface de plus en plus grande quand je vais vers le bas. Donc effectivement, c'est moins efficace en bas. Donc il faut retourner, battre les feuilles, etc. Alors, par curiosité, si on voulait faire de l'étirage en filière d'une feuille d'or, ce qui est assez délicat, l'état de contrainte est très différent. C'est-à-dire que la filière... pardon, je confonds toujours tout. La filière, au début, elle va comprimer latéralement la feuille d'or. Et au fur et à mesure qu'on se dirige vers la sortie,
on a de plus en plus de tension et toujours une compression latérale. Donc c'est un processus inverse parce que je n'ai pas détaillé tout, mais en gros, on a un biais de tirage principalement qui se dirige vers une compression uniaxiale au fur et à mesure qu'on écrase la feuille. Alors, les conclusions, mais provisoires, parce qu'il faudrait que j'aurais dû les réactualiser. Bon, la première chose, c'est que avec ce travail-là, on pense avoir mieux compris ce qui se passe concrètement. Répondre à des questions dont on n'a pas trouvé la réponse dans la littérature qui nous est disponible. Peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus et qui a trouvé la même chose, j'espère, qu'il a abouti aux mêmes conclusions que moi, mais bon, tant que je ne les ai pas, je ne sais pas. Deuxièmement, il y a tout un ensemble de questions qui restent pendantes. On simplifie le problème, donc évidemment, il faudrait compliquer un peu le modèle. Réactualiser les propriétés mécaniques, les rendre plus pertinentes. Troisième problème, peut-être plus important, dont j'ai réalisé l'importance avec le travail de Marc, c'est où est la limite effective, historique, entre le battage et le travail antique au martelage tel qu'Evelyne l'a montré tout à l'heure. Théoriquement, si on prend des marteaux avec des rayons de courbure très petits, on va pouvoir amincir, repousser la limite en amincissement. Évidemment, il faut recouvrir bien les coups. Pratiquement, comment peut-on faire? Alors, il faut réfléchir là-dessus. Et ça, bon, c'est une question effectivement sur laquelle je vais essayer de réfléchir quand j'aurai un peu de temps. Je vous remercie.